Bismillahirrahmanirrahim. Donc on va voir l'histologie de l'ovaire. Bien sûr, donc on va voir voilà donc l'histologie de l'ovaire. Mais avant d'étudier donc ces ovocytes ou bien ces follicules, il faut donc savoir d'où elle vient. C'est-à-dire donc cette follicule, on va voir un peu l'embryologie qui est importante dans ce cours. Donc d'où vient la follicule, donc les follicules primordiaux, donc bien sûr dans la vie intra-utérine chez l'embryon. Donc on a les ovogonies qui vont faire donc la mitose. La mitose, c'est-à-dire on a 2 aines et on a donc 7 millions ovogonies qui ont 2 aines. Donc 7 millions ovogonies de la 15e semaine au 7e mois. Donc il faut se rappeler de chiffre 7 de donc 7e mois. Donc au bout de 7e mois, à la fin de 7e mois, on a 7 millions ovogonies. Donc de 15e semaine au 7e mois, c'est 7 millions ovogonies. Donc chaque ovogonie va entrer en méiose. Il faut se concentrer ici. Donc juste après la formation d'une ovogonie, elle va débuter, elle va entrer en méiose, ce qui va donner dans la fin du 7e mois 7 millions ovocytes bloqués en prophase. Donc la méiose, c'est elle qui va transformer les ovogonies en ovocytes. Donc l'ovocyte, elle est liée avec la mitose. Donc les ovocytes ne vont faire que la méiose. Lorsqu'on entend les ovocytes, c'est les méioses. Donc, qu'est-ce qu'il va donner? Les ovocytes, donc c'est une méiose. Donc, on a une question où on trouve la mitose. On la trouve seulement dans les ovogonies. Donc, c'est seulement les ovogonies qui vont faire la mitose pour donner des ovogonies. Donc, par la suite, les ovogonies, le processus qui va aboutir à la formation des ovocytes 1, c'est la méiose. Donc, les ovocytes 1, c'est la méiose. Bien sûr, dans la vie intra-utérine, on a les ovocytes 1 bloqués en prophase, c'est-à-dire une phase. Prophase, c'est la première phase. Donc, dans la vie intra-utérine, on a les prophases. Donc, les ovocytes en prophase. Donc de la 7e mois à la naissance, on a donc le nombre va diminuer. Donc les ovocytes, on a toujours donc dans la vie de la femme, que ce soit en intra-utérine ou bien en extra-utérine, toujours la diminution de ces ovocytes. Donc bien sûr les ovocytes vont être donc entourés par des cellules donc cubiques ou bien des cellules donc des cellules aplaties sont ce qui va donner donc les follicules. Donc si on a une question, les follicules donc est composé de quoi? Donc une follicule, c'est une ovocyte entourée de cellules épithéliales germinales aplaties, ce qui va donner les follicules. Donc les follicules sont les ovocytes plus les cellules aplaties, bien sûr, dans l'utérus de l'embryon, donc de futures femmes. Bien sûr, ces ovocytes ne vont pas rester libres, ils vont être entourés par donc les cellules épithéliales germinales aplaties, ce qui va donner les follicules. Donc 1 million de follicules primordiaux. Donc à la naissance, au total, à la naissance, on a 1 million de follicules primordiaux. Donc c'est simple, je répète, à la naissance, on a chez cette fillette, ou bien chez ce nouveau-né, donc 1 million, à la naissance, 1 million de follicules primordiaux qui contient les ovocytes 1 bloqués en prophase.
Par la suite, donc bien sûr, le processus de dégénérescence va donc se poursuivre. Bien sûr, donc de la naissance jusqu'à la puberté, on n'aura que 400 000 follicules primordiaux. Donc à la puberté, combien est le nombre? Donc si on a une question, combien est le nombre de follicules primordiaux à la puberté? C'est 400 000. Donc juste une astuce ici pour se rappeler de ce chiffre. Donc on a à la puberté donc 400 000 follicules primordiaux et la femme fait 400 cycles menstruels. Donc par exemple une femme, elle a sa puberté à l'âge de 14 ans jusqu'à 50 ans, elle va faire 400 cycles. Donc elle va pas faire tout. Les follicules primordiaux ne vont pas faire un cycle. Donc c'est seulement le 400 seulement de ces follicules primordiaux qui vont aboutir par la suite à la formation de follicules ludographes, etc. Donc c'est pas chaque follicule primordial qui va continuer sa maturation. Donc toujours même elle va entrer dans la maturation, elle va pas continuer sa maturation et on va voir par la suite. Seulement pour le chiffre, donc c'est 400 000 follicules primordiaux et seulement 400 cycles menstruels, c'est-à-dire seulement 400 follicules qui vont terminer leur maturation. Donc on est arrivé au vif du sujet. Donc ce qui nous intéresse ici, donc c'est l'histologie de l'ovaire. Donc on va terminer la maturation des follicules primordiaux. Donc à la puberté, on a 400 000 follicules primordiaux. Donc bien sûr, il contient les ovocytes 1. Donc en prophase, la première division méiotique, donc elle contient 2 N. Par la suite, donc c'est la même, donc c'est l'ovocyte qui est chez le nouveau-né, donc c'est la même ovocyte. Par la suite, donc on a les follicules primordiaux, les follicules primaires, toujours la même chose. Donc les ovocytes 1 contient 2 N en prophase, la première division méiotique. Donc le follicule secondaire, donc ovocyte 1, 2 N en prophase de la première division méiotique. Et par la suite, donc le follicule tertiaire. Le follicule tertiaire, il est appelé aussi antral. Donc donc c'est toujours, on a l'ovocyte 1, elle contient 2 N, c'est-à-dire donc 2 N en prophase de la première division méiotique. Par la suite, donc bien sûr j'ai fait ici, donc on a plusieurs follicules primordiaux, on a plusieurs dans le même cycle, on a plusieurs follicules primaires, donc on a plusieurs follicules secondaires et on a plusieurs follicules tertiaires. C'est seulement un seul follicule tertiaire qui va parvenir au follicule de Graaff. Donc tous ces autres follicules vont être dégénérés. Donc bien sûr on a un seul follicule de Graaff par cycle. Donc ici la follicule de Graaff également la même chose, il contient les ovocytes 1 en prophase de la première division méiotique toujours. Donc une fois on a l'ovulation, au moment de l'ovulation, donc quand l'ovocyte s'émerge ici, au niveau de la zone de stigma, donc ici elle va sortir de son follicule. Bien sûr elle va donner deux choses, elle va donner donc l'ovocyte 2. Donc la deuxième méiose donc se fait à l'intérieur de l'ovocyte. Si on a une question où se déroule la deuxième méiose, donc c'est dans l'ovocyte. La première méiose, donc chez la vie embryonnaire, la vie intra-utérine, et
la deuxième méiose, donc chez la femme au moment de la puberté, et ça c'est mensuellement, chaque mois. Donc la méiose 2, c'est chaque mois on a la transformation d'une ovocyte 1 en une ovocyte 2 par la méiose 2. Donc la méiose qui transforme l'ovocyte 1 en ovocyte 2, c'est la méiose 2. C'est pas la méiose 1. Donc il faut faire attention si on a dans une QCM, dans un examen. Donc la méiose qui transforme les ovocytes 1 en ovocytes 2, donc la réponse c'est la méiose numéro 2. Donc on a l'ovocyte bien sûr 2 après l'ovulation et le globule polaire. Donc par la suite on va voir c'est quoi le rôle du globule polaire. Donc une fois on a le globule polaire, donc on a la transformation de l'information génétique de 2 N vers un seul N. Donc on a ici 2 N. Donc dans l'ovocyte 1, donc on a 2 N. On a dans l'ovocyte 2 un seul N. C'est grâce au globule polaire qui va donc diviser là, qui va donc capter l'information génétique. Donc il va capter le N et il va laisser le N dans l'ovocyte 2. Donc l'ovocyte 2, on a deux possibilités, soit fécondation, soit dégénérescence vers le follicule involutif et le corps jaune. Donc si on a une fécondation, donc on a l'ovule mûr et on a le deuxième globule polaire. Donc bien sûr, on a dans l'ovulation l'ovocyte 2 entourée de corona radiata bloquée en métaphase. Donc elle va commencer, donc la méiose 2, elle va être bloquée en métaphase. Donc on a la méiose numéro 2 qui va commencer, prophase, métaphase, elle va être bloquée en métaphase. Si on a la fécondation, on a la terminaison de notre division méiotique, donc métaphase, et les autres étapes ultérieures. Par la suite, on a l'ovule mûr et le deuxième globule polaire. Donc, c'est quoi le rôle du deuxième globule polaire? On a ici toujours un N et l'ovule mûr, c'est donc 2 N, c'est par rapport au N de spermatozoïdes. Donc, le globule polaire va capter l'excès de l'information génétique. Donc toujours on a 2 N, mais on a un excès parce que ici le globule polaire est petit. Il va donc capter une petite portion de l'information génétique et il va ici donc le deuxième globule polaire, il va capter l'autre partie pour qu'on n'aura pas un excès de l'information génétique. Donc voilà les différentes étapes donc de l'ovogonie à l'ovocyte 2, soit bloqué en métaphase si on n'a pas une fécondation par la suite. L'ovocyte 2 bloqué en métaphase va donner le follicule involutif et le corps jaune, ou bien donc l'ovule mûr si on a une fécondation. Donc on a terminé les étapes de les différentes étapes de la maturation des ovogonies. Donc maintenant, on va voir l'histologie. Donc l'histologie c'est simple, donc il suffit de comprendre les différentes étapes. Donc tout ce qui nous reste c'est seulement des structures et des nominations. Donc j'ai fait un schéma. Donc on a 2 zones. On a donc la zone corticale. Donc voilà la zone corticale et la zone médulaire. Donc la zone corticale, elle contient un épithélium cubique simple, c'est l'épithélium germinatif. Il est en contact avec le mésothélium de péritoine. Donc l'ovaire est une structure
péritonéale, donc elle va être en contact avec le péritoine. C'est grâce à l'épithélium cubique simple qui va être attaché à l'épithélium péritonéal, donc c'est le mésothélium péritonéal. Donc on a l'albugénie, c'est juste au-dessus de l'épithélium cubique simple, donc on a l'albugénie. Donc tout ce qui est albugénie ou albéquin, c'est par rapport aux couleurs blanches. Donc je veux expliquer l'origine de la nomination pour faciliter l'apprentissage. Donc albugénie, donc c'est blanche. Donc il faut se rappeler de terme B pour apprendre la structure, il faut comprendre l'origine de la nomination. Albugénie, donc c'est blanc, c'est B. Donc blanche, c'est une couche blanche. Donc c'est la couche fibreuse dense. Donc elle contient les fibres. D'accord. Donc par la suite, juste au-dessus de l'albugénie, donc on a le stroma cortical. Donc quand on entend le stroma, donc c'est le soutien. Donc toujours en histologie, le stroma c'est avec le soutien. Donc c'est la lettre S. Donc le stroma cortical, c'est la structure qui va faire le soutien. Donc elle va faire quoi? Le soutien de la structure. Donc sous-jacente. Donc elle va soutenir l'albugénie. Il va soutenir par la suite. On va voir, elle va soutenir quoi dans la région en dessous. Donc bien sûr donc le stroma cortical il contient des muscles donc lisses pour faciliter le mouvement, donc le mouvement de vos sites, par exemple les follicules primordiaux vers les follicules primaires. Donc le mouvement est assuré par les muscles lisses dans le stroma cortical. Donc elle va soutenir quoi? Elle va soutenir les ovocytes. Et elle va soutenir l'albugénie parce qu'elle contient les fibroblastes, donc qui vont régénérer et renouveler l'albugénie. Et elle va soutenir ici donc la région médulaire. Donc la région médulaire, elle contient quoi? Donc elle contient la zone parenchymateuse. Ça veut dire quoi parenchymateuse? Donc c'est un tissu conjonctif lâche. Toujours quand on entend parenchymateux, c'est-à-dire il est lâche. Il lâche, c'est-à-dire quoi? Il a besoin de la soutien de la part de stroma cortical. Donc il est lâche, il a besoin de soutien. C'est pour ça on trouve juste au-dessus de stroma cortical la zone parenchymateuse. C'est un donc tissu conjonctif lâche qui a besoin de soutien. D'accord? Donc la région médulaire, elle contient la zone parenchymateuse. Et à l'intérieur, donc c'est la zone hilaire qui contient les cellules de Leydig. Ici, donc on a les cellules de Leydig. Donc maintenant, on va voir les structures. Donc il ne reste pas beaucoup. Donc c'est seulement les structures histologiques de ces follicules. Donc comment on appelle ces cellules et les différentes couches de ces follicules. On va commencer donc par le follicule primordial. Donc le follicule primordial, il contient l'ovocyte 1 comme on a débloqué en prophase de la première méiose, entouré d'une couche unistratifiée de cellules épithéliales, donc folliculaires aplaties. Par la suite, donc le follicule primaire, on a donc la membrane de Slavjanski, c'est la membrane donc la toute externe, elle entoure les cellules donc folliculaires cubiques. Et donc la membrane hyalin, elle entoure les ovocytes 1. Donc si on a dans une question où se trouve donc la structure caractéristique, la membrane de Slavjanski, donc Slavjanski c'est dans le follicule primaire. Dans la follicule primaire on trouve le Slavjanski. Par la suite, donc on a le follicule secondaire. Donc ici on a l'apparition de tech interne. Donc si on a dans une question où on trouve le tech interne, donc c'est dans la follicule secondaire, pas dans la follicule primaire. Donc l'apparition c'est dans la follicule secondaire et tertiaire. Donc secondaire et tertiaire, il contient le tech interne. Et donc le follicule secondaire, c'est les graines également. Donc on a les cellules folliculaires
vont se transformer vers les cellules de la granulosa. Donc la granulosa, c'est dans le follicule secondaire. Et par la suite, on a donc le follicule tertiaire ou bien donc appelé l'antrome. Le follicule tertiaire, c'est antral, donc il contient l'antrome, sur cavité dans le granulosa. Donc bien sûr le tech interne et le tech externe, donc les deux techs, donc interne et externe, se trouvent dans le follicule tertiaire. On répète, donc le follicule, le tech interne et externe, donc le tech interne et externe se trouve dans le follicule tertiaire, donc et le tech interne seul se trouve dans le follicule secondaire. Par la suite, donc, on a le follicule de De Graaf. Donc, c'est l'apparition des structures caractéristiques. Donc, l'antrome va augmenter de volume. Donc, il va comprimer les cellules de la granulosa. Donc, il les comprime jusqu'à l'amincissement de cette couche, de ces cellules qui vont devenir une couche, une membrane très mince. Donc, c'est la membrane de la granulosa. Et donc, bien sûr, le corona radiata et le cumulus ophirus. Donc, corona radiata et cumulus ophirus sont les cellules de la granulosa, sont caractéristiques dans le follicule donc de De Graaf. Follicule de De Graaf. Donc, les structures caractéristiques, c'est donc corona radiata et cumulus ophirus. D'accord. Par la suite, donc, on a le corps jaune. On a donc deux possibilités. On a donc le corps jaune, que ce soit, il va donner le corpus albica, c'est-à-dire quoi albica? Donc c'est un corps blanc, comme on a dit, donc de couleur blanc. Donc il va être jaune, il va devenir blanc et il va disparaître. Ou bien, donc le corps jaune va donner le corps jaune gestatif, donc c'est en cas de grossesse, il va durer 6 mois. Donc le corps jaune, que ce soit quand on n'a pas la grossesse, c'est-à-dire quand on n'a pas la fécondation, donc le corps jaune, que ce soit, il va donner donc bien sûr le corps albicans, c'est-à-dire la dégénérescence, ou bien donc un corps hémorragique, ou bien donc le corps ticogène, c'est-à-dire quoi ticogène? Donc les cellules de la tech interne vont sécréter les oestrogènes normalement. Dans le cas normal, ils vont sécréter les androgènes, par exemple le testostérone, mais lorsqu'ils commencent à sécréter le testostérone, l'oestrogène, donc les tech internes, on les appelle les cellules técogènes. Donc, on répète, normalement, les cellules de la tech interne, donc, sont les cellules paralutiniques, ils sécrètent le testostérone ou bien l'androgène. S'ils sécrètent les oestrogènes, donc bien sûr, c'est hors la règle. Donc, c'est hors la règle, normalement. Les cellules de la tech interne sont les cellules paralutiniques, ils sécrètent le testostérone. Si elles sécrètent les oestrogènes, donc ils vont persister et sécréter l'oestrogène, on les appelle les cellules técogènes. Donc il nous reste seulement les deux hormones dans le cycle menstruel. Donc l'FSH, c'est l'hormone folliculo-stimulating hormone. Donc à partir de leur nom, ils stimulent le follicule. Le follicule va sécréter l'oestrogène dans la première partie du cycle de 1 à 14e jour. Alors que la LH, donc c'est luteinine hormone. Donc c'est l'hormone des corps lutiniques. Ou bien le corps jaune. Donc luteinique hormone, donc hormone luteinisante. D'accord, donc c'est à partir de la nomination. Il faut connaître la nomination, on ne détaille pas l'abréviation pour comprendre le fonctionnement. Donc les cellules LH vont vont stimuler les cellules de Leydig. Donc LH, Leydig, donc c'est la même lettre. Donc l'LH ou bien les cellules de Leydig, elles sécrètent comme chez l'homme le testostérone qui sont les androgènes. Alors que, comme on a dit, donc LH c'est l'hormone luteinisante, c'est-à-dire il va agir sur le corps jaune. Donc le corps jaune contient deux cellules, donc les cellules paralutiniques, ou bien les cellules de la tech interne. Donc ils sécrètent la testostérone qui sont les androgènes, ou bien les cellules donc lutéales
c'est les cellules de la granulosa, ils sécrètent la progestérone. Donc, on a la deuxième partie du cycle de 14 jours à 21 jours. Donc, la sécrétion surtout de progestérone, très peu d'androgènes. Donc, c'est surtout la progestérone.